Bonjour Jean-Luc Engrand, vous êtes un historien et auteur de livres à succès spécialiste dans la peinture de la Renaissance italienne. Vous avez obtenu un prix académique en 2006 pour un livre d'histoire coloniale de la part de l'Académie des sciences d'outre-mer à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Depuis l'année 2023, votre travail sur les codes cachés dans la peinture de la Renaissance italienne fait beaucoup parler. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur ces codes ? Bonjour Cindy, et merci de m'avoir invité. Les codes cachés dans la peinture de la Renaissance ne sont pas simplement des signes ou des symboles isolés. Ils sont le résultat d'un mélange d'idéologies, de croyances religieuses, de sciences occultes et parfois même de messages politiques. Les artistes de la Renaissance étaient souvent à l'avant-garde de la pensée de leur époque et utilisaient leurs œuvres pour communiquer des idées complexes de manière subtile. Fascinant. Mais comment avez-vous réussi à déchiffrer ces codes qui ont dérouté tant de chercheurs pendant si longtemps ? Eh bien, c'est un travail de longue haleine. J'ai combiné des techniques d'analyse traditionnelles avec des outils numériques modernes, comme l'imagerie haute résolution et la modélisation 3D. Cela m'a permis d'étudier ces œuvres sous différents angles et dans les moindres détails. De plus, j'ai collaboré avec des experts de divers domaines, tels que la linguistique, la théologie et l'alchimie, pour comprendre le contexte culturel et historique de chaque symbole ou signe. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un code que vous avez découvert ? Bien sûr, Cindy. Prenons l'exemple de la Sainte Anne de Léonard de Vinci. À première vue, il s'agit d'une représentation de Jésus en train de jouer avec un agneau en compagnie de sa mère et de sa grand-mère. Mais en y regardant de plus près et en utilisant certaines techniques d'imagerie, j'ai pu identifier des postures récurrentes dans les œuvres de Léonard de Vinci. Elles semblent correspondre au mythe alchimique de Léda et le cygne. Cela pourrait suggérer que Léonard de Vinci utilisait la symbolique alchimique pour communiquer des messages cachés ou des idées hérétiques de son époque. C'est absolument fascinant. Avez-vous rencontré des défis particuliers lors de vos recherches ? Oui, de nombreux défis. Outre la complexité des œuvres elles-mêmes, il y a eu des défis liés à la préservation des peintures. Certaines ont été endommagées avec le temps, d'autres ont été restaurées, ce qui peut masquer ou altérer certains détails originaux. De plus, il y avait toujours le risque d'interprétation subjective. Donc j'ai dû être extrêmement prudent et systématique dans mon approche. Que va-t-il advenir des millions de livres qui ne sont plus à jour ? Eh bien, il va falloir que les éditeurs les fassent réécrire, et pas que, puisqu'il y a aussi les cours d'histoire de l'art sur la Renaissance dans toutes les universités qu'il faut revoir de fond en comble. Comment expliquez-vous que vos collègues n'aient pas su décoder ces peintures ? Un certain nombre l'ont fait partiellement pendant des siècles, et surtout au XXe siècle. Ils ont su percevoir et décrire la forme la plus simple de ces codages, que l'on appelle des attributs. Il existe de nombreux dictionnaires iconographiques qui décrivent parfaitement la signification symbolique de tel ou tel objet que l'on voit au milieu des peintures. Mon apport va beaucoup plus loin qu'un travail de compilation d'objets à caractère symbolique. Je fais découvrir un ou plusieurs récits dans une peinture qui utilisent des icônes comme des mots dans une phrase. Une véritable grammaire. Une grammaire dont les mots seraient des objets, des icônes. Il s'agit donc d'un ou plusieurs récits ?
Oui, exactement. Et ces récits racontent des histoires en lien avec la foi judéo-chrétienne. Et ils la combinent avec la spiritualité des alchimistes ainsi que la mythologie antique, dans la majorité des cas. Léonard de Vinci est un cas à part. C'est vraiment un hérétique qui a une relation compliquée avec le judéo-christianisme. En quoi sa relation avec le judéo-christianisme est-elle compliquée? Il est tout bonnement un hérétique qui semble affirmer que le Messie n'est pas Jésus, mais Saint Jean-Baptiste. Et plus encore, avec la Joconde, il semble avoir quitté le monothéisme définitivement pour aller vers ce qu'on appelle de nos jours le transhumanisme. Son transhumanisme consiste à affirmer que l'humanité parfaite serait hermaphrodite, donc une fusion des deux sexes, et qu'elle aurait pour destin de s'asseoir sur le trône de Dieu grâce à la science. Rien que ça, c'est ambitieux et dangereux. Si je vous comprends bien, la créature que nous appelons Joconde serait un hermaphrodite assis sur le trône de Dieu? Cette théorie est l'objet d'un de vos livres. C'est bien ça, et c'est bien pour cela que j'ai nommé mon livre « Ultime blasphème », Léonard de Vinci. Est-il disponible aux USA? Oui, en fichier numérique sur ma librairie jeanlucengrand.com. Quelle est la prochaine étape pour vous, maintenant que vous avez révélé ces mystères? Mon travail ne s'arrête pas là. Je souhaite approfondir mes recherches, étudier d'autres œuvres de la même époque et peut-être découvrir d'autres codes cachés. Je travaille aussi sur une thèse concernant les 4 mythologies de Sandro Botticelli que j'aimerais présenter dans une université ouverte d'esprit. Eh bien, nous attendons avec impatience vos prochaines avancées et votre thèse. Merci Monsieur Engrand d'avoir partagé vos savoirs avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir, Cindy. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager mon travail